Les mains dans la pop. Ok, Les mains dans la pop. c'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour et bienvenue dans Les mains dans la pop, les amours. Au micro, Mao Drama et en face, Audrey. actu tendance, décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et déteste en secret. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Chers amours, bienvenue dans ce 13e épisode. Au programme, des rumeurs folles sur la toile, la branche française d'Urbania qui rivalise de drôleries pour dénoncer, et notre sujet du jour, le festival de musique américain Coachella, est-il devenu claqué au sol ou journalisme de subversion? N'hésitez pas à rattraper tous nos épisodes sur les plateformes de streaming, notamment la semaine dernière. On était trop contents et contentes, on a reçu une super invitée. C'est la techno-activiste qui danse et qui motive toutes les foules des manifs contre les retraites. C'est Mathilde Caillard, MC Danse pour le climat sur Instagram. Allez checker vite cet épisode qui ne serait jamais le même si je n'étais pas très bien accompagnée. Avec en face de moi, Audrey, comment tu vas? J'ai vraiment l'énergie d'un lendemain de soirée sans être sortie. Mais voilà, ça va le faire. Et toi? Évidemment que ça va le faire, surtout qu'on commence avec de l'actu chaude. Quoi? On n'était pas au courant? Mais si, ça fait 13 épisodes qu'on commence toujours comme ça. C'est parti pour les loseuses, les winneuses de la semaine. Win ou lose? Oui. Telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine? Roulement de tambour. Mao, malgré notre énergie vraiment bas de plafond, est-ce que tu veux peut-être commencer par un winner pour nous remonter Oui. un petit peu tout ça? J'ai un winner et c'est la plateforme Netflix qui lance une série documentaire sur la reine Cléopâtre le 10 mai prochain. Et pour interpréter la reine d'Égypte la plus célèbre, la productrice Jada Pinkett Smith a choisi l'actrice noire Adele James. Très bonne nouvelle, car oui, déjà il faut savoir qu'on ne sait pas, malgré des recherches archéologiques, l'apparence de Cléopâtre. Il est possible qu'elle ait été noire, qu'elle ait été métisse, qu'elle ait été arabe. Peut-être une seule certitude, c'est que tout comme Jésus, a priori, elle n'était pas blanche. Sur les réseaux sociaux, tout de suite, les fragiles se sont mis à accuser la plateforme de streaming de réécrire l'histoire, de faire du terrorisme intellectuel, comme aurait pu dire Gérald Darmanin. Et une pétition demandant l'annulation de la série a été lancée, rassemblant 14 000 signatures il y a encore 2 jours. Je ne sais pas ce que ces gens ont à faire, mais apparemment, visiblement, ça. Moi, je propose plutôt de supprimer la suppression de la pétition contre la Brave, plutôt que de faire des pétitions comme celle-ci. En tout cas, revenons sur Cléopâtre. C'était la fille de Ptolémée, un roi grec. Elle était donc peut-être blanche, mais par contre, mystère quant à sa mère. On ne sait pas si c'était une concubine, une travailleuse du sexe, une reine. On ne sait vraiment pas qui était sa mère. Sa mère pouvait tout à fait être noire ou égyptienne, par exemple. Et mis à part un profil qu'on a retrouvé sur une pièce de monnaie, profil qui peut être fictif, il n'y a jamais eu aucune description physique de la reine dans des récits. Pourtant, c'est étonnant parce que sa beauté, elle est exultée partout et dans l'art tout le temps. Et en fait, je pense que c'est dû au fait que Cléopâtre, elle parlait 11 langues. Elle a réussi à rassembler son peuple comme personne. C'était une chef de guerre vraiment hors pair. Et tout simplement, je pense par sexisme, il était plus simple de la réduire à un physique. Et ceux qui ont réécrit l'histoire, ce sont des hommes blancs qui ont donc façonné dans leur tête, dans leur imaginaire, Cléopâtre, selon leurs critères de beauté à eux. Donc a priori, une femme blanche avec un fameux petit nez retroussé tout fin et pourquoi pas même les cheveux blonds. Et il y a aussi une dichotomie à voir qui a un fond, un relent un peu raciste. Lorsque une actrice blanche, par exemple comme Marion Cotillard ou Elizabeth Taylor joue la reine Cléopâtre, on s'en fout. Mais c'est quand une personne noire reprend un rôle important que alors tu as toujours un déchaînement de mécontentement. Par exemple, quand un acteur noir a été pressenti pour remplacer James Bond, c'est un scandale. Quand une actrice noire doit faire la petite sirène, c'est un scandale. Jamais lorsqu'une personne blanche reprend le rôle important de quelqu'un racisé. Bref, c'est QFD. As-tu toi aussi un winner, Audrey? Ouais, bah alors moi, mon winner cette semaine, c'est Urbania. Donc le média Urbania et son magazine qui s'appelle Problème de blanc. Alors le média Urbania, il a été créé en 2003 à Montréal. Il est en France depuis 2020. Et en fait, le média a récemment partagé une publication sur Instagram, en partenariat avec le créateur de contenu Grand Pamini. Il s'agit d'un magazine du coup qui est parodique et qui s'appelle du coup Problème de blanc, être dans la norme, c'est pas facile, avec des titres satiriques comme racisme, refusé à l'entrée d'une soirée zouk, il témoigne, ou encore énorme charge mentale, Chamonix ou les Deux Alpes, ou alors Destination Marrakech, ils sont bruyants mais tellement gentils. Donc voilà, comme tu peux le voir, des titres très satiriques, dédiés du coup à dénoncer avec humour le racisme ordinaire et la fragilité de la majorité, qui s'empresse bien trop souvent de crier au racisme anti-blanc, ou alors de prioriser leurs micro-problèmes dans une société qui globalement les favorise.
En légende de ce poste-là, il y a écrit « Être dans la majorité, c'est aussi un combat ». Donc voilà, on continue un peu dans l'humour. Un clin d'œil peut-être aussi aux hommes blancs bourgeois cis hétéros qui écrivent des bouquins et qui sont reçus sur tous les plateaux pour dire qu'ils ne peuvent plus rien dire. Comme tu dis, Bec BD. En tout cas, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça a été fait en partenariat avec Grand Pamini, qui est connu pour ses couvertures parodiques dans la tradition des pastiches de presse. Voilà, qui dénoncent des faits de société en utilisant les armes de la presse, souvent complices aussi. Il y avait par exemple Petite Forme, votre coach déprime, qui titre Tinder mythique, détruisez le peu d'ego qu'il vous reste, ou alors 5 pages de jeu pour attendre la mort en s'amusant. Ou encore la fausse couverture de Astuces de pauvres qui titre Réforme des retraites, mourir jeune, et si c'était la solution. Voilà, on reste dans le pastiche. En tout cas, moi je trouve ça dommage que Problème de blanc ne soit pas disponible pour de vrai. Je suis vraiment sûre que certaines personnes l'auraient acheté premier degré sans comprendre la satire, simplement en étant contente d'avoir trouvé un magazine qui prend enfin leurs problèmes à cœur. Enfin, en attendant qu'une société de presse ait assez d'humour pour parier sur ce genre de publication, et bien vous pouvez, si vous le voulez, vous procurer le poster de cette fausse couverture puisque Grand Pamini les met régulièrement en vente sur Big Cartel. Voilà pour mon winner. Est-ce que tu as un bon vieux loser? Oui, ce loser, alors il y en a plusieurs. Je pense à Achraf Hakimi, qui est un joueur qui était très en vue lors de la dernière Coupe du Monde de football, puisque, je sais pas, il paraissait être un petit peu la mascotte de l'équipe de football marocaine, qui est arrivée jusqu'en demi-finale. Et il avait notamment embrassé sa mère sur le terrain. Et cet homme est accusé de viol, premier loser. Accusation de viol qui a mené, a priori, à une demande de divorce de la part de sa femme. J'en parlerai dans quelques instants avec plus de détails. Et pour le soutenir, certains masculinistes ont fait valoir une rumeur comme quoi sa femme ne toucherait rien en cas de divorce puisqu'il aurait préalablement donné quasiment tous ses biens à sa mère afin qu'elle ne touche rien. Faisons une petite anatomie de tout ça et de manière chirurgicale, fait après fait. Une jeune femme n'a pas voulu porter plainte en février dernier, mais au vu de la gravité et de la notoriété de l'accusé, le parquet s'est auto-saisi de l'affaire. Selon Le Parisien, les faits prennent source au 16 janvier dernier, lorsqu'une discussion s'engage entre le joueur de football et une jeune femme sur Insta. Un mois plus tard, le samedi 25 février, dans la nuit, elle décide de se rendre au domicile du joueur à Boulogne, à bord d'un Uber qui lui a préalablement commandé. Quand elle arrive, les choses basculent très rapidement et il la déshabille, l'embrasse de force et tente même une pénétration digitale. Elle a réussi à se dégager avec un coup de pied et a réussi ensuite à appeler une amie pour pouvoir partir de chez le mec. Femme et enfant du joueur étaient à Dubaï à ce moment-là et suite à ces faits, sa femme, Hiba Abouk, aurait demandé le divorce. Aurait parce que pour l'instant, la source que j'ai, c'est Pure People. Il n'y a pas encore eu de communiqué officiel, mais la rumeur semble quand même s'attacher à des faits. Rapidement, des sites d'information qui sont localisés dans des villes comme Abidjan ou dans des pays comme l'État de Pennsylvanie aux États-Unis, des pays dans lesquels n'habite aucun des deux protagonistes. Commence à se faire circuler la rumeur suivante. Il aurait enregistré toutes ses propriétés au nom de sa mère. Chaque mois, il reverse 80% de son salaire, sachant qu'il gagnerait 1 million par mois, à sa mère, ne permettant pas à sa femme de toucher quoi que ce soit. Et du coup, les tweets sont un peu en mode genre, dans ta gueule, Iba, genre t'as trop cru que t'allais gagner quelque chose. Waouh, comment t'as été trop obligé de penser à ça, Achraf. Et alors, super génial, grâce à la juriste et créatrice de contenu Crazy Sally, on peut voir qu'en réalité, ces sites d'information, comme je le disais déjà, ne sont pas localisés ni en France, ni au Maroc, ni en Espagne, pays d'origine de sa femme. Ils sont affublés du symbole de vérification Twitter qui, grâce à Elon Musk, s'achète. Donc ça ne vaut absolument pas une garantie. Et puis elle explique surtout que de manière juridique, c'est impossible. Un salaire n'est versé que sur le compte de la personne qui gagne l'argent. C'est pas vrai que le salaire peut être versé directement sur le compte de sa mère. Et aussi, lorsqu'on se marie entre deux célébrités, il y a des contrats de mariage préétablis. Et aussi, il existe ce qui s'appelle une dette compensatoire, c'est-à-dire que quand par exemple un des deux partenaires a un train de vie qui est fou, lorsqu'il y a une séparation et un divorce, la personne qui gagnait moins va avoir de l'argent pour compenser le train de vie qu'il n'aura plus. Donc de toute façon, c'est inscrit dans la loi que quoi qu'il lui arrive, elle est garantie d'avoir pendant plusieurs années le même train de vie jusqu'à pouvoir être autonome et vivre par elle-même ou de manière tout à fait indépendante. Il y a aussi l'idée aussi que les femmes maghrébines sont toujours diabolisées et vues par exemple dans ce cas-là comme des femmes vénales, alors que je pense qu'elle n'en voulait pas à son argent, je pense tout simplement qu'elle ne veut rien avoir à faire avec un violeur. Allez, oui, par exemple. Et ton loser, Audrey? Eh ben moi, c'est tout simplement le Rassemblement National, Mao. Ok. Gros dossier, ça me met très bien, let's go. Il y a tant de choses à dire, mais je vais me concentrer sur un seul fait. Le Rassemblement National lance, figure-toi, une association d'élus contre le poison du wokisme, la menace transgenre et la propagande LGBT, la fameuse. Alors, moi qui croyais vraiment que la menace se trouvait dans un agenda politique motivé par la haine et l'oppression de l'autre, bah apparemment, j'ai tout faux. Le wokisme, on le rappelle,
c'est un mot détourné par l'extrême droite et par la droite pour désigner les luttes contre les discriminations, les vilaines luttes contre les discriminations donc. Et contrairement à ce que l'extrême droite semble penser, c'est pas un nouveau terme, c'est une notion dont l'origine remonte aux années 60 aux États-Unis. Au début, ça signifiait simplement le fait d'être consciente de ce qui se passe dans la communauté en termes de racisme et d'injustice sociale. Maintenant, aujourd'hui, apparemment, c'est une insulte. Même pour les personnes d'ailleurs qui luttent en faveur de la justice sociale. Apparemment, c'est une calamité attentatoire à l'universalisme républicain. C'est la définition du Larousse 2023, sans le mot calamité, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Et donc à l'initiative de cette association salvatrice formée pour nous tirer des griffes de l'antiracisme et de la lutte des droits humains, il y a les députés Roger Chudeau et l'eurodéputé Philippe Ollivier, franchement vraiment des héros. Et donc ces deux fachos en cap, ils veulent légiférer à l'Assemblée nationale contre vraiment de véritables fléaux, encore une fois, qui gangrènent la société. Alors non, je ne parle pas des crimes transphobes, des féminicides, des inégalités salariales ou encore du racisme systémique, je parle bien des réunions en non-mixité entre femmes, de la participation des personnes transgenres à des compétitions sportives ou encore de l'écriture inclusive, vraiment des vrais combats. Et donc heureusement pour l'instant, ça se bouscule pas trop dans les rangs de l'association, il y a quelques élus du Rassemblement national, les députés de droite Nicolas Dupont-Aignan et Véronique Besse, il y a Sébastien Meurant et Stéphane Ravier qui sont deux sénateurs du parti de Zemmour, Reconquête, et puis c'est tout. Donc ça fait vraiment pas beaucoup pour une ligue de justiciers pétés, mais faut quand même pas sous-estimer les fachos et vraiment leur volonté de nuire aux minorités. Donc voilà, on attend de voir ce que ça donne tout ça. Merci beaucoup Audrey pour toutes ces informations et vive le wokisme. Moi je pense pas que ça devrait être un mot péjoratif, on devrait être content et contente d'apprendre à déconstruire nos clichés. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Cette semaine, notre sujet, c'est le festival emblématique américain qui abonde chaque année avec des photos de starlets sur Insta avec des pulls à franges et qui fête bientôt ses 30 ans. Je parle évidemment, Audrey, de Coachella. Exactement, très bel accent en plus. Avant le nouveau millénaire, Coachella a aussi d'abord été un humble festival, une première tentative au bord de la banqueroute. Mais maintenant, le festival est devenu un peu rude. D'ailleurs, rude, tu as compris, mal poli, je m'explique. En 1999, lors de la première édition, du 9 au 10 octobre, le ticket se vendait à $50. Aujourd'hui, c'est simple, pardon, j'ai un truc dans la gorge, de l'inflation, c'est à $600 et la bouteille d'eau, a priori, est à $10. Bref, ça en fait évidemment un succès commercial et le festival le plus rentable, avec $100 millions générés chaque année, et de retombées pour tous les environs à hauteur d'à peu près 400 millions. C'est un festival, alors c'est assez étonnant, en deux parties, avec une première session qui vient de se terminer, et là on est dans la semaine de battement avant la seconde qui reprend ce week-end et qui se termine dimanche soir prochain, le 23 avril. On va d'abord parler de son propriétaire, le magnat du divertissement Philippe Anschutz, qui détient notamment des salles de concert en Europe et à Londres, notamment, qui serait un mec d'ultra-droite, chrétienne, et qui finance des lobbies méchants. Voilà, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, parce que Audrey va vous en parler mieux que moi, mais des lobbies méchants, c'est a priori des lobbies qui sont contre ce pourquoi nous sommes ici pour. C'est-à-dire de l'amour, de la tolérance, de l'amour, de la tolérance, de la liberté, tout ça. Du coup, oui, derrière toutes les paillettes et les barésies, il y a des trucs pas très beaux à voir. Et en tout cas, merci d'avoir prononcé avant moi le nom de ce milliardaire, parce que je ne savais pas comment il se prononçait. Alors, il s'appelle Philippe Anschutz et donc, comme tu le disais, il est milliardaire, il est conservateur et apparemment, il finance entre autres des associations anti-avortement et anti-LGBT. Alors, ce qui est à savoir, parce que je me dis, tu vas à un festival, tu te dis je paie pour voir Selena Gomez avec des bottes en caoutchouc et en fait, tu finances genre des associations anti-LGBT. Exactement. Alors pourquoi tout le monde ne le sait pas justement ? Peut-être parce que c'est quelqu'un de très discret. Très riche, qui a une bonne équipe de com. Et oui aussi. Très discret, il peut se le permettre. C'est en tout cas comme ça que les médias le décrivent. Alors il a beau être propriétaire littéralement de tout et les, et j'exagère à peine, car selon Le Monde, il possède à la fois des franchises de hockey sur glace et de football de la ville, l'enceinte qui accueille les matchs des Lakers, de nombreux hôtels, des cinémas, des restaurants, et voilà, il tire les ficelles dans l'ombre, vraiment tapis dans le noir avec son costume 3 pièces. Et d'ailleurs, comme beaucoup de personnes qui sont riches, il ne doit pas sa fortune à son travail acharné ni à son talent. Il vient en fait d'une famille richissime qui a fait sa fortune dans l'immobilier, dans le pétrole, les chemins de fer, les télécommunications, la presse, le divertissement. Enfin voilà, on voit bien d'où vient son argent. Il y avait quand même une base assez solide pour construire ces millions. C'est même pas un méchant où t'es en mode franchement il s'est construit de rien. Non, il s'est construit pas du tout. De beaucoup de choses. En tout cas, assez parlé de la généalogie de ce Nepo Baby. Revenons-en un
un petit peu à Coachella. Donc, il a beau se faire discret, on l'a complètement cramé. Il est décrit comme le mécène de Donald Trump et du Parti républicain. Il a fait, entre autres, de nombreux dons à l'Alliance Defending Freedom, qui a, je cite, associé le fait d'être LGBT à l'inceste et à la zoophilie. La National Christian Foundation ou alors le Family Research Council, qui sont des organismes connus pour leur campagne pour promouvoir des lois anti-LGBT. C'est avéré. Alors, c'est assez original pour le fondateur d'un festival qui promeut des valeurs progressistes, qui book des artistes queer, qui prône l'inclusivité. Sachant que, comme tu le disais tout à l'heure, l'argent qui est donné à ce festival qui est très populaire sert donc à financer et à faire reculer les droits des minorités qui sont elles-mêmes nombreuses d'ailleurs à y aller. Donc c'est vraiment un comble, mais apparemment l'argent n'a pas d'odeur. Et en 2016 d'ailleurs, il y a une infographie qui faisait le lien entre le milliardaire et les associations anti-LGBT qui était sortie dans le célèbre Washington Post. Il y avait vraiment plus moyen pour lui de se cacher. Il y a bien eu un petit retour de bâton quand ça s'est su. Alors il y a eu un boycott d'une poignée de célébrités, enfin surtout Cara Delevingne en fait. Enfin il n'y avait pas grand monde. Ouais, en vrai. Il y avait bien Ariana Grande qui avait agité un petit drapeau LGBT à la fin de son concert, mais bon, elle s'est pas trop mouillée, elle a quand même pris son cachet. Il y a quelques collaboratrices aussi qui ont retiré leur soutien, mais en tout cas le festival roule toujours. Le milliardaire à un moment donné, il a pris la parole pour se défendre, il a plaidé la fake news évidemment et l'étourderie. Donc il n'aurait pas capté soutenir des associations LGBTQ-phobes. Perso, si je donnais des millions, je ferais quand même un petit peu attention à qui je les donne. Et du coup, selon Le Monde, pour se faire pardonner, il aurait donné $1 million à l'association d'Elton John qui lutte pour la protection des minorités sexuelles. Ok. Mais ensuite, il a récidivé quelques mois plus tard. La tentation était apparemment trop grande. Il a de nouveau donné à des associations, cette fois-ci évangéliques, anti-LGBT. Donc voilà tout ça. Et puis les artistes ont beau être au courant, elles continuent quand même d'encaisser leur cachet, comme je le disais tout à l'heure, et d'attirer vraiment des foules de fans dont l'argent sert donc à faire reculer les droits des queers. Donc c'est pas très joli tout ça, et ce faux progressisme, il transpire jusque dans le concept du festival, puisque même s'il a été rendu populaire, tu le disais tout à l'heure, avec ses grosses line-up d'artistes célèbres, il a aussi été, et surtout été, pour son esthétique. Une esthétique faussement bohème, vintage, libérée, une esthétique qui rapporte, parce que... Il y a plein d'éditos de mode dans des magazines, ça, exactement. Avec l'esthétique Coachella, voilà. Des shorts en sur jean, Internet, il y a plein de vidéos, de tutos maquillage, des outfits of the day inspirés du festival, des partenariats avec des marques, des articles de presse, comme tu le disais. Donc on en a vraiment soupé des vestes sans manches à franges et des paillettes multicolores. Et voilà, cette esthétique bohème, elle attire plein influenceurs dans le monde entier qui étaient prêts vraiment à vendre un organe pour danser et chanter dans un désert en communion, en foulant la poussière avec leurs sandales à 700 balles. Je dis vraiment vendre un organe parce que littéralement la vie de bohème a un prix, puisque les tickets standards passe 3 jours sont à 475 € environ et le pass VIP à 1099 €, rien que ça. Donc voilà, je sais pas, il y en a qui disent que ça s'essouffle un petit peu, il y en a qui disent aussi que les marques ne payent plus vraiment pour envoyer les influenceuses là-bas. Est-ce que toi, t'as trouvé des trucs là-dessus ? Oui, en gros, c'est devenu si cher le prix du ticket que maintenant, il y a des influenceurs ou des influenceuses qui sont prêtes à louer un Airbnb à côté du désert pour pouvoir poser devant la roue qui est un peu iconique du festival et faire croire qu'ils y sont. D'ailleurs, il y a une des caractéristiques de ce festival, c'est qu'il y a autant de célébrités sur scène que dans le public. Et il y a des figures qu'on est habitué à voir danser dans la boue. Tu disais comme avant Taylor Swift ou Vanessa Hudgens, par exemple, qui était la star de High School Musical. Ouais. Et cette année, elle a annoncé qu'elle ne serait pas au festival. Donc, Mother is not a mothering. Je veux dire, vraiment, le festival a perdu sa figure de proue, son idole, sa mascotte, que dis-je. Et ce qui est assez étonnant en plus, c'est que c'est vrai que t'as raison, c'est plein tout ça de cynisme et de contradiction. Le fait que ça mette en avant notamment des artistes LGBT tout en payant des associations anti-LGBT, le fait que le prix est complètement hors sol, alors que ça reprend une esthétique un peu hippie, avec l'idée justement que les moments de vie ne sont pas des biens de consommation, et donc c'est tout à fait plein de contradictions tout ça. Maintenant c'est un endroit où il faut plus être vu que kiffer le son. À partir du moment où t'es prêt à louer un endroit sans y être vraiment bon, c'est que franchement on s'en branle du son, peut-être que d'ailleurs c'est devenu nul, peut-être que ça coûte juste trop cher, t'as raison, les gens arrivent pas à être heureux parce qu'ils font trop la gueule, parce qu'ils ont trop payé pour pouvoir rentrer. Il y a des influenceurs surtout maintenant, alors avant qui étaient payés en fait pour défendre le festival, un peu comme une marque, et du coup ils étaient toujours positifs avec des bêtes de photos sur Insta et tout. Et bon, le temps faisant, depuis 2020, TikTok s'est complètement répandu parmi les festivaliers et les festivalières, et du coup l'année dernière il y avait plein de festivaliers random qui en fait rendaient compte en temps réel de leur expérience,
Ils étaient en mode, je suis désolée, non, c'est pas rose, c'est pas beau, il fait pas beau, c'est trop cher. Je viens de payer un burrito et de l'eau à $61. Donc oui, c'est carrément du vol. Je comprends qu'à ce moment-là, tu te sens un peu floué. Il faut savoir aussi qu'il fait trop chaud, c'est hors de prix, c'est une catastrophe écologique et ça ruine. Mais c'est le meilleur moyen de faire grimper sa réputation en un temps record. Donc ce qu'on appellerait le meilleur festival du monde boostera rapidement le nombre de followers sur les réseaux sociaux. Bon, il y a quand même un truc sur lequel le festival tient sa promesse, c'est que tu vas avoir des groupes emblématiques, des groupes très connus. Là, la première session, comme je le disais en introduction, du festival a eu lieu et celui qui a fait un show de malade, c'est Bad Bunny, qui est un artiste portoricain et qui est aussi la première star latino à être tête d'affiche du festival pendant une des deux parties. Il a fait 2 heures d'un spectacle endiablé avec des chansons tirées de ses 3 albums. Il avait invité aussi 4 de ses potes sur scène. Il était hyper bien fringué. Ça s'est terminé à 1h30 et tout le monde était très heureux. Au moins, il y a ça. Et il y a aussi Frank Ocean qui a fait son grand retour sur scène après 6 ans d'absence. Et il a annoncé un nouvel album. Enfin voilà. Il y a quelques petits points positifs. Vraiment, on a trouvé 2 trucs, quoi. Ouais. En tout cas, toi, si tu pouvais y aller, est-ce que tu irais? Si t'étais invité, ouais. Ou si t'étais très riche et que tu avais de l'argent à gaspiller dans... Je me dis, quitte à mettre de l'argent, je pense que je ferais Burning Man. Où en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de conscience écologique, il y a vraiment l'idée d'un moment humain. Ça devient un mini-village, mais ça coûte. On se faisait un budget prévisionnel. Si vous y pensez, que vous nous écoutez, il faudra a priori mettre 3 000 € de côté. Non, sinon, moi, je suis très festival que d'amour. Cet été, je vais à un festival dont tu as peut-être entendu parler qui s'appelle La Coucoule. Et ça, c'est vraiment mon genre de festival. C'est un festival d'ailleurs où il n'y a pas d'échange d'argent, c'est interdit sur l'endroit. Tu paies un certain prix avec l'alcool et la nourriture inclus, en plus de la nourriture végane trop bonne, pour justement que ce soit un moment que tu vis et pas un moment avec des échanges. Et tout le monde demande le consentement pour tout, c'est génial. Tu t'assois pas à côté de quelqu'un, tu dis excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Je sais pas, c'est vraiment que le bonheur et que l'amour. J'ai fort hâte d'y être. Et toi, tu irais ou est-ce que t'as une reco ou un festoche qui est plus dans ta vibe? Vraiment, non, je n'irai pas. Pour rien au monde, c'est mon angoisse. Je sais pas, le fait que ce soit rempli de gens, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont plus là pour être vus que pour écouter la musique. Tout est très cher. Puis, tout simplement, c'est financé par un facho. Donc, à partir de là, voilà, ça s'arrête ici. Et je suis plus trop festival. Je l'étais beaucoup avant, mais j'ai arrêté parce que je retrouvais pas, cet aspect un peu humain. Et puis, c'était devenu très mercantile. Trop de gens. Trop de gens, l'agoraphobie. Voilà, si t'es tout ça. Sensible à l'anxiété et tout. Ouais. Bah, alors, bon, la Coucoule, là, c'est 800 personnes, tu vois, genre 1000 et dans un grand espace. Donc, ça va, on respire. Oui, parce que Coachella, on parle quand même de centaines de milliers de personnes. Donc, vraiment, mais moi, j'ai le même truc que toi. Moi, j'ai commencé par des festivals comme Dour, qui sont des énormes machines financières, où t'es genre 300 000. Tu connais pas Dour, c'est en Belgique. Bon, déjà, 1 année sur 2, il y a des morts, parce qu'il n'y a pas assez de prévention, il n'y a pas assez d'eau à disposition, et trop de drogue. Ça, moi, la première année, j'y étais, bref, 3 personnes sont décédées. Et là, tu vois, vraiment, il y a un truc il y a trop de monde. Mais quitte à aller à un festival où il y avait trop de monde, j'aurais bien aimé aller à Woodstock, tu vois. Pas à Coachella. Ouais, évidemment. Voilà. Aïe, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. C'est l'heure de la rôtisserie. Il est temps de passer au grill si vous avez été vilain ou vilaine. Ouh là là, j'irai brûler en enfer avec vous aussi, vu toutes les flammes que je vais cracher dans cette chronique. Alors pour cette chronique, exceptionnellement, je me permets de faire un trigger sur les violences sexuelles. Nous allons parler de l'affaire Depardieu. Déjà, si vous êtes concerné par des violences sexuelles, sachez qu'on vous croit et que vous pouvez contacter des associations, par exemple, comme nous toutes, et que si vous n'êtes pas chaud ou chaude d'écouter cette chronique, il n'y a aucun souci, vous pouvez zapper. Pour ceux qui sont restés, je vais parler évidemment du premier volet de l'enquête que Mediapart a publiée après 2 ans d'enquête sur ce monument du cinéma français qu'est Gérard Depardieu. Il est accusé par 13 personnes d'agressions sexistes et sexuelles. Les faits se passent sur 11 tournages entre 2004 et 2022. Lui dément tout comportement répréhensible pénalement. Je cite le communiqué qu'il a mis à disposition des journalistes à travers ses avocats, ce qui est d'ailleurs quand même un premier aveu, c'est un peu dire j'ai déconné, mais enfin pas tant. Tristesse, ça se savait, voilà, c'est comme ça tout le temps, ça se sait toujours dans chaque milieu. C'est la réalisatrice Andrea Bescon qui, sur ses réseaux sociaux, a admis que c'était la personnalité sur laquelle elle avait eu le plus de témoignages qui revenaient. Et c'est toujours comme ça, sauf que par exemple, là encore, ça se passe. Il n'y a qu'une seule plainte de l'actrice Charlotte Arnoux pour viol. Les autres ont apporté leur témoignage en soutien en fait à la plainte de l'actrice, mais n'ont pas porté plainte ou, honnêtement, n'y ont jamais pensé. Ont-elles dit? Tant tu te dis que de toute façon, il y a 1%. Voilà, il faut savoir de toute façon des plaintes qui concernent des agressions sexistes et sexuelles qui aboutissent à une peine, mais surtout face à un monument comme ça, tu te dis soit ma carrière va s'arrêter, soit j'ai pas envie de perdre mon énergie et ma vie à me défendre contre quelqu'un alors qu'on m'écoutera jamais. Je cite juste quelques phrases de l'article. Au fil des récits, en fait, il y a une scène qui se répétait et il y a un mode opératoire qui se voyait.
En fait, littéralement, cet acteur, qui a aujourd'hui 74 ans, profitait des tournages pour mettre ses mains sur les cuisses ou la culotte ou le sexe de figurantes, souvent justement pas toujours des actrices reconnues, des jeunes figurantes qui sont trop jeunes ou trop apeurées ou trop sous l'emprise naturelle de quelqu'un comme lui pour vraiment aller porter plainte ou arrêter le tournage. Et surtout quand elles l'ont fait, ça s'est soldé souvent par des rires en plateau et des phrases de « ça va, c'est Gérard », tout de suite minimiser les faits. Il y a une scène notamment que moi je vais raconter là qui je trouve illustre beaucoup ce mode opératoire. En 2015 à Manhattan, il joue un propriétaire de maison close et il y a une scène avec 3 figurantes qui sont ses meneuses de revue. Pendant cette scène, il faut savoir que c'était un film à petit budget d'un réalisateur qui n'avait que 26 ans qui s'appelle Jean-Emmanuel Godard. Et en fait, comme en plus il a porté sa notoriété sur un petit film, il y avait l'idée de me casser pas les couilles, je me comporte comme je veux. Et donc il a tenté de doigter une des figurantes. La figurante traumatisée décide d'aller voir le réalisateur et de parler à la production. Il y a notamment la costumière qui témoigne que oui, tout ça s'est passé. Et on lui a dit genre ça va, tu vas pas nous faire chier non plus. Quand même, elle était tellement traumatisée, elle s'est mise à pleurer qu'il y a eu une interruption de tournage. Le réalisateur a quand même réagi en allant voir l'acteur, en lui disant bon, on te remercie d'être là pour la notoriété que tu apportes, mais je te demande de bien te tenir, tu mets mal à l'aise les actrices. Réaction du principal intéressé, aller voir la figurante, lui hurler dessus, l'humilier sur son lieu de travail devant une quinzaine de personnes, sans que personne ne réagisse jamais, et en disant de toute façon qu'il voulait pas la baiser parce que je cite, c'était un gros ton. Bref, donc on est quand même avec quelqu'un qui a priori un QI de 12 ans et demi. Mais bon, voilà, en tout cas, la réaction de l'acteur à ce moment-là. Et ces faits se sont répétés énormément de fois. La première partie, le premier volet de l'article, si vous voulez vous abonner à Mediapart et pouvoir le lire. Et voilà, une suite de témoignages. On attend 2 ou 3 autres volets sur cet acteur. Mais en tout cas, voilà, je pense que là, la sanction tombe d'elle-même. Chouchou, petit train pour l'enfer. Voilà, au bûcher a priori. Et on espère que la sanction sera la même dans la vraie vie, enfin en tout cas qu'il y aura une condamnation. Il serait temps, parce qu'en plus tout à l'heure c'était terrible, on se disait honnêtement tu penses qu'il va faire encore combien de films tellement tu sais que ça bouleverse rarement la vie de quelqu'un. PPDA, il y a eu 30 personnes qui ont témoigné à visage découvert chez Mediapart pour alerter sur les viols qu'il leur a fait vivre et enfin aujourd'hui il n'y a pas de sanction pénale contre cet homme. Bien sûr, toujours la même impunité. Voilà, alors courage et merci à toutes celles qui prennent la parole. C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus arty ne connaît pas. Alors, cette semaine, je vais vous parler d'un livre. Ce livre s'appelle La fin des monstres de Tal Madesta. Et c'est son second livre, le premier s'appelle Désiré à tout prix chez Binge Audio, je vous le recommande chaudement. Et c'est le premier ouvrage, La fin des monstres, édité par la revue La Déferlante, dans laquelle il a beaucoup écrit sur son parcours de transition. Alors, j'ai remarqué qu'on demandait souvent à Tal si le titre de son livre, La fin des monstres, était un pied de nez à celui de l'écrivain et philosophe trans Paul Preciado, qui s'appelle Je suis un monstre qui vous parle. Alors, fair enough, l'avant-propos commence par une référence à celui-ci et justement au discours qu'il avait prononcé en 2019 devant plus de 3500 psychanalystes, puisque la psychanalyse et plus largement la société a fait des personnes trans des monstres. Et ben voilà, il avait voulu montrer que voilà, ils peuvent aussi prendre la parole. C'est voilà ce que la formule de Preciado voulait dire. La fin des monstres de Tal Madesta, c'est pas une critique de cette formule, mais c'est plutôt une proposition d'un autre regard. La fin des monstres dont Tal nous parle dans son livre, c'est, je dirais, à la fois la fin des personnes trans vues comme monstrueuses, même si c'est encore loin d'être le cas dans notre société transphobe, mais c'est aussi et surtout la fin des vrais monstres, c'est-à-dire les transphobes justement. Parce que ce mythe de la monstruosité, toute la pathologisation qu'il y a autour de la transidentité, bah en fait c'est qu'un miroir tendu. Donc voilà, coucou les transphobes, souriez, vous êtes démasqués. C'est un petit peu ce que Tal veut dire dans ce livre-là. D'ailleurs, il écrit « Je ne suis pas un monstre qui vous parle, je ne suis qu'une meilleure version d'eux-mêmes qui aspire à la paix, à la dignité, à la tranquillité, au sommeil, à l'amour, à la justice pour moi-même et pour mes semblables. » Il dit aussi que vivent les personnes trans et que meurent les monstres. Voilà un beau résumé un peu du livre qui était dans l'avant-propos.
Le livre, je dirais que c'est un petit peu un hybride à plusieurs têtes, un peu entre essai bien informé, plaidoyer et récit autobiographique. C'est toujours très sensible aussi dans l'écriture. J'ai remarqué aussi qu'on parlait beaucoup des personnes trans comme un seul tout homogène qui partagerait les mêmes opinions, les mêmes obstacles, les mêmes expériences, les mêmes réalités et objectifs. Mais évidemment, surprise, il y a d'autres expériences et puis surtout, il y a autant d'expériences que de personnes trans. Et Tal, dans son livre, il nous montre un peu la sienne d'expérience. Et justement, même la sienne, elle comporte son lot de singularités, de rebondissements et de contradictions, évidemment. Et donc, on y découvre dans ce livre-là plein de moments de vie qui se ressemblent pas du tout et qui sont matérialisés par 10 parties. Donc, il y a s'oublier, sauter, piquer, s'armer, douter, se battre, disparaître, s'inventer, vivre. Et puis, une dernière partie qui m'a beaucoup touchée qui s'appelle aimer. C'est une lettre d'amour déchirante à Farah. Et donc, vous l'aurez deviné, on passe un petit peu par toutes les émotions. Et ce livre-là, loin de dépeindre comme un petit peu d'habitude, on a tendance à le faire, le parcours de transition, comme voilà la libération ultime qui dissolverait tous les problèmes et permettrait d'accéder à une forme de félicité vraiment sans accroc, ou alors la transidentité comme un simple ressenti psychologique. Tal Madesta, il va vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment un récit ultra intime, très militant et surtout très honnête. Par exemple, il va parler de l'urgence de se mettre en sécurité face à son père violent pendant l'enfance. Il dit par exemple qu'il n'avait pas le temps d'envisager en fait sa transidentité parce qu'il devait avant tout sauver sa propre peau. Il parle de ses doutes, il parle de ses vérités et aussi de sa communauté qui lui tient beaucoup à cœur. Et voilà, on sait combien ça peut coûter aux personnes trans d'être vulnérables aussi publiquement. Et donc voilà, je voulais juste dire merci à Tal de le faire parce que je sais qu'il a eu de nombreux doutes sur ce livre. Ouais. Et pour autant, avec tous les retours qu'il y a eu, je pense que c'était la bonne décision de le publier. Aux États-Unis, il y a quand même pas beaucoup de livres à propos de la transidentité, mais il y a entre autres Stone Boot Blues. C'est un livre vraiment que j'ai dû lire en 3 étés parce qu'il est vraiment dur à lire. Il m'a vraiment torpillé. Mais en France, il y a vraiment peu de récits à propos de la transidentité. Et donc, pour moi, Tal fait partie d'une nouvelle génération d'écrivains qui parlent de politique, d'intimité, de transidentité avec vraiment beaucoup de sensibilité et surtout beaucoup de sincérité. Et donc, je vous encourage à acheter ce livre. Soutenez ce genre de récits, soutenez les associations qui s'organisent en faveur de l'émancipation des personnes trans et allez choper votre exemplaire de La Fin des monstres qui est disponible dans toutes les bonnes librairies aux éditions La Déferlante. Alors, merci Audrey et courez chez votre libraire préféré pour choper La Fin des monstres de Tal Madesta. Allez aussi courir sur les pelouses festives des festivals. Ceux, peut-être, mieux vaut-il, ceux qui sont en accord avec leurs valeurs, comme par exemple la fête de l'UMA, We Love Green ou encore Solidays ou encore la Coucoule dont je vous parlais. En tout cas, aimez-vous les uns les autres et passez une belle semaine les amours. Bisous Audrey. Bye bye. Les mains dans la pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Mao Drama et Audrey Coupé de Kermadec, produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Cassandra de Carvalho.